couple, chronique du Pays des Mers, bon peut-être chacun son exemplaire, c'est pas facile. Et l'idée dans von Harburg, l'idée aussi de la littérature, c'est-à-dire la lecture va forcément amener des questions et des possibilités de pouvoir interagir, de pouvoir se... Et ça, c'est peut-être pour, en tout cas, von Harburg, c'est plus important que les questions, disons, fondamentales, qui sont des questions politiques. Donc voilà, ça c'est cette idée-là chez von Harburg, c'est que l'interaction, enfin, c'est dans la relation humaine qu'on est humain. Voilà. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est dire, on n'est pas d'abord homme ou femme, on est d'abord relation humaine, et que cette relation humaine, elle imagine de pouvoir la créer par le savoir. Hein, ils échangent tout le temps, et ils ont une... Enfin, voilà, ça serait beau qu'on soit tous comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de stimulation intellectuelle qui se passe entre les protagonistes, mais dans laquelle se joue la question de l'humanité. Donc le modèle social permis par la science-fiction, c'est de dire, je prends des clichés de la SF, parce que fin du monde, c'est un cliché depuis les années 50. Mutation génétique, c'est un cliché associé à la fin du monde. Perte de fertilité, c'est pas encore un cliché, mais ça commence à se constituer comme tel, c'est cette idée qu'on peut vraiment être moins apte à se reproduire. On travaille sur des espèces de micro-sociétés qui font penser à l'utopie. On est dans des systèmes clos. Et le harem, ça c'est quelque chose qui est très bien vu par von Harburg, puisque le but de la journée c'était de parler de utopie et science-fiction. C'est qu'en fait, von Harburg dit l'utopie c'est un peu la grand-mère de la science-fiction. C'est la grand-mère de la science-fiction dans le sens où c'est le même type de procédé. Hein, on met à distance quelque chose, et puis on réfléchit sur ce qui va arriver. Puis dans cette mise à distance, il y a quelque chose qui se passe, on peut réfléchir. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Pour faire plus simple, c'est un miroir. Vous êtes face à un miroir, il y a un espace entre le miroir et vous, puis cet espace, vous pouvez vous dire, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui je me trouve beau ou pas beau? Alors que le miroir, c'est le même et que je suis plus ou moins le même quand même. Mais il se passe quelque chose dans cet espace-là qui permet d'interroger l'image. Voilà comment ou pourquoi l'utopie et la science-fiction sont en lien de parenté, c'est qu'ils établissent une distance. Et dans le pays des mers, vous avez des micro-sociétés qui sont chaque fois des formes utopiques. Des systèmes clos, en fait. Les systèmes clos n'interagissent pas entre eux. Et à l'intérieur de ces systèmes clos, ça se passe mal. Alors qu'est-ce que fait Lise Bay? Comme elle est historienne, elle passe son temps à passer de système clos en système clos. Et c'est elle qui c'est elle qui travaille au rapprochement, au moins intellectuel, des systèmes clos. Et il y a aussi donc là derrière une assez bonne critique de l'utopie, qui serait d'imaginer un système clos unique, qui serait voué à l'échec, évidemment. En tout cas, d'après les auteurs de science-fiction, en général, les systèmes clos sont voués à l'échec parce que ils n'ont pas de dynamisme, ils n'ont pas d'interaction. Dans l'utopie classique, vous savez qu'on est tout le temps là-dedans. Je me rappelle de ce truc chez Bacon, là, dans la Nouvelle Atlantide, où ils arrivent sur l'île, bon, ils ont failli mourir 8 fois, et tout, ils arrivent sur l'île, puis après ils disent, mais comment vous faites pour vous tenir au courant du monde? On envoie des émissaires, mais alors personne ne sait qu'ils habitent à la Nouvelle Atlantide. Alors nous, on prend, mais alors, de toute façon, nos émissaires partent à l'étranger, mais de toute façon, ce que créent les humains normaux, c'est nul, quoi. Donc on a le temps de rester chez nous tout seul, un code de pensée très conservative. Alors ici, dans Chronique du Pays des Mers, Lise Bay est la seule à dire non, il faut passer de l'un à l'autre. Parce que même s'il n'y a pas de nouvelles technologies ou de nouveaux savoirs, il y a de toute façon quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi une bonne manière de montrer comment la science-fiction s'inscrit dans une tradition et qu'elle réfléchit à la fois aux problèmes humains, mais aussi aux problèmes qui fait que quand on dit le féminisme est une utopie, on dit en même temps, si le féminisme existe en tant que, enfin, pur, sans interaction, alors nécessairement, il est voué à l'échec. Pour dire la même chose avec le phallocratisme. Voilà. La main gauche de la nuit, ça c'est un roman de pure SF, parce que c'est un roman qui part sur l'idée, donc voilà, La main gauche de la nuit, Ursula Le Guin, qui est un roman de 1900, c'est assez vieux, 65. Voilà. On n'est évidemment pas dans du féminisme, on est dans une construction d'un univers très particulier qui est une planète qui s'appelle Getten. Et puis, alors, si vous voulez, on est dans un espace stellaire. Alors, on est dans l'espace. Il y a plein de planètes qui ont été colonisées par les humains, puis plein de planètes qui ne sont pas colonisées par les humains. C'est un grand thème classique de la SF. Et puis, les humains passent de planète en planète pour former une sorte d'empire qui s'appelle l'écumène. L'œcuménisme, quoi. Et donc, chaque fois, on va sur les planètes pour voir comment ça se passe et pour que ces planètes puissent rejoindre l'écumène.
avec cette idée de nouveau très utopique, on va former un système clos où toutes les parties de l'univers deviennent le même système qui appartient au même système politique qu'est l'écumène. Puis, donc, c'est un cycle, il y a plusieurs... chaque fois, dans chaque roman de Ursula, on arrive à une nouvelle planète. Et dans La main gauche de la nuit, on arrive sur Getten, qui est une planète non sexuée. C'est ça qu'on a des gens, enfin, qui ne s'appellent pas des humains, c'est des gens. Ces gens n'ont pas de sexe. Mais il s'avère qu'ils se sexuent uniquement au moment de la procréation. Alors ça, c'est ce qui est permis par la science-fiction. Imaginez de faire ça dans un roman réaliste. Bon, déjà, vous ne pourrez pas être publié en roman réaliste. Et puis, donc vous allez finir dans une sombre collection qui ne va être lue que par peu de gens. Et pourtant l'idée elle est assez chouette parce qu'il y a cette idée... donc voilà, on est sur Getten, on a un émissaire de l'écumène qui arrive, puis qui voit un peu ce qui se passe pour pouvoir savoir dans quelle mesure cette planète peut être intégrée ou non à l'écumène. Puis il découvre, ça c'est le côté très Jules Verne, hein, je vais quelque part et puis je découvre ce qui se passe. Dans l'utopie c'est la même chose, toujours un voyageur qui arrive et ah tiens c'est sympa, pas sympa, puis il repart. C'est exactement ce qu'on a ici, on arrive dans une planète, on regarde puis on repart. Donc on a cette idée-là d'avoir des êtres qui en fait ne sont pas sexués, et donc il n'y a aucun rapport de force au quotidien, puis de temps en temps, quand il faut se reproduire, une sorte de cycle interne d'horloge biologique comme ça, alors paf, ils se sexuent, mais ils peuvent se sexuer autant un jour, une fois en homme, une fois en femme, enfin ça change rien, ça peut se faire n'importe quand. Donc on a un genre assez, on pourrait dire, neutre. Et ce qui fait que les habitants de Getten ne comprennent pas du tout qu'on puisse, parce qu'il y a toujours cette idée de revenir après, ne comprennent pas qu'on puisse nous se poser des questions là-dessus. Je ne comprends pas le problème avec vous humains, vos hommes et vos femmes, le désir sexuel, tout ça, je ne comprends pas. Et donc dans ce monde-là, on retrouve donc, excusez, la structure utopique. C'est-à-dire la structure de « je découvre un monde et puis je vois comment il fonctionne, et puis j'aimerais bien en retirer quelque chose ». Or, il s'avère qu'on est dans quelque chose qui est complètement autre. Et nous, en tant que lecteurs, on est assez embêtés. Parce que ça veut dire quoi, ne pas être un homme ou ne pas être une femme? Et ça veut dire quoi, se sexuer de manière fonctionnalisée, hein. Je ne me sexue pas en tant que construction d'identité, ce qui serait le cas de l'humanité. L'humanité est sexuée. Et cette sexuation construit l'identité humaine. Hein, je suis avant tout homme ou avant tout femme. Bon, sauf Simone de Beauvoir qui pense qu'on le devient. Mais à part ça, dans l'expérience personnelle, on peut dire qu'on est dans quelque chose de l'ordre de c'est important dans le développement d'un individu de se dire ah, je suis un homme, je suis une femme. Là, on est dans une planète où cette question-là, enfin, où cette planète imaginaire nous confronte à cette question-là. Ça voudrait dire quoi? D'avoir une sexualité qui est purement fonctionnelle, qui ne sert qu'à quelque chose, qui n'est pas liée à la construction d'une identité particulière. Et ça déstabilise assez bien le lecteur, puisque on a envie, enfin en tout cas moi dans mon expérience de lecture, je me disais, bon moi, ce type-là, qui a un nom imprononçable, alors je sais pas, il a un nom, je sais pas, bon ben, Andarata, voilà, Andarata, on sait pas trop, ou la Kargav, voilà, on sait pas trop si c'est masculin, féminin, etc. On a envie de les sexuer. Et puis ça, c'est un truc vraiment bien au niveau de l'effet esthétique. C'est qu'on n'arrive pas à accepter qu'on puisse avoir en face de nous, entre guillemets, un être qui serait neutre. Alors on dit, bon, voilà, il y a plutôt une réaction qui me ferait penser femme-homme. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler, enfin, de lire un livre qui dit, il n'y a pas de sexuation. Et nous, on mobilise des clichés pour sexuer. Parce que ça nous dérange qu'on puisse ne pas sexuer. Et donc là, vous voyez bien le côté miroir. Hein, le miroir, c'est tiens, c'est marrant, dès que le miroir me renvoie une image qui m'embête un peu, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, j'arrive pas à voir cette personne-là comme étant autre chose qu'un genre neutre, alors je vais mobiliser mes clichés à moi pour pouvoir dire, ah, dans cette réaction, on est plutôt dans la réaction féminine, ou bien la réaction masculine. Et ça, je trouve que Ursula Le Guin le fait très bien, c'est que cette obligation, en fait, de nous situer en tant que lecteurs par rapport à ces questions-là. En gros, la question c'est pourquoi vous accepteriez pas un genre neutre? Puis vous vous rendez compte quand vous lisez le livre que c'est ultra compliqué à accepter. Parce que justement, la question du genre est une question d'individualisation. On s'éprouve en tant que sujet à travers notre genre. Juste parenthèse, dans Chronique du Pays des Mers, c'est intéressant parce que la langue elle-même, alors je voulais pas faire trop de style, mais
Les mots changent il y a beaucoup de mots masculins qui deviennent féminins. Alors ça, au début c'est un peu étrange, on lit des phrases, puis on se dit la cheval par exemple. Puis on résiste un peu, ça nous embête un peu. Alors c'est un peu le même rapport que le miroir avant, hein, mais au niveau de la langue pure, c'est qu'on ne comprend pas très bien. On se dit, c'est agaçant ces mots féminins alors qu'ils sont masculins. Il n'y a pas l'inverse par contre. Et les pluriels sont aussi des pluriels féminisés, donc tout le temps A-L-E-S par exemple, hein, les chevals.